pour agrémenter les jardins des riches, d'une colode faussement antique, d'une fontaine à tête de dauphin, d'un linteau de portail armorié d'oranges ou d'olives. Toutes ces choses qui firent notre quotidien, qui ne nous semblaient ni belles ni moches, elles étaient dans notre vie, celle du bas peuple, toutes ces pierres qui alimentèrent le néo-rural des années 70. Dans la rue du Canon, ma chambre d'enfant fut détruite, les habitants chassés. Oh non, ce n'est pas une violence directe, on n'est pas venu nous chercher armes à la main un matin brumeux pour nous embarquer à coups de bottes et d'aboiements de chiens-loups dans des camions bâchés. Non, on a induit dans nos comportements sociaux des désirs différents, de nouveaux habitus, avoir plusieurs chambres, une grande cuisine, une salle de bain, un ascenseur, une voire deux voitures, des animaux ridicules, plein de robots de cuisine. On inventa un nouvel art, l'art ou plutôt les arts ménagers. Qu'est-ce que tu voulais qu'on devienne? On n'allait pas rester là à continuer à vivre comme avant, dans cette ville sale et sans air. Alors quelques-uns sont partis, et plus il en part, et plus la situation est désagréable. L'espace se dégrade, les copains de classe déménagent, et puis, quand tu te retrouves seul, dernier des Mohicans, tu t'envoies toi aussi. Tu quittes la forêt protectrice, où les putes sont des elfes, et les matafs, les compagnons de Jason. Où tu sais que, chaque jour, Ulysse peut aborder sur le quai, et tu pars dans un terrible exil au bout du monde, dans une terra incognita, tout au bout de la ligne de bus, là-bas. Tu auras une salle de bain, un parc pour emmener le chien faire caca, des chambres, un chauffage électrique, une cuisine équipée, et même, comble du luxe en ces années pompidoliennes, une salle pour la télé. Aujourd'hui, ma rue est devenue une rue artistique, un espace. À ça, de l'espace, ils en ont fait. Ils ont détruit la moitié des bâtiments, mis de jolies lumières, des bars sympas, et appelé cela l'espace Sémar, Pierre Sémar du nom officiel de la rue. Alors que tout le monde dit depuis toujours la rue du Canon. L'occupant, le barbare est ainsi. Il doit renommer les lieux dans sa langue afin d'en mieux prendre possession sur les peuplades primitifs, les indigènes. Car indigène je fus, comme tous les enfants. Voilà. Donc on se fait un petit clap. Et donc, nous sommes ravis, en ce bel après-midi ensoleillé parisien, d'accueillir au jardin tropical notre vieil ami Gilles Zerlini et toute une série de ses nouveaux amis parisiens, dont Marie-Étienne, une consoeur émérite qui va se charger de lancer le débat de présentation de ton dernier livre. Et donc je m'empresse de lui passer la parole. Bon, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas forcément une question à poser dès l'abord. J'avais envie de dire, de raconter un tout petit peu la manière dont j'ai été amenée à lire ce livre. J'ai été amenée à lire ce livre parce que il était présenté comme ayant un rapport avec Toulon et avec la Corse. Or, je suis moi-même familialement très proche de Toulon et de la Corse. Et c'est donc par curiosité, en ignorant complètement ce que j'allais trouver, que j'ai commencé à lire ce livre. Mais cette circonstance initiale a vite été dépassée par le fait que le livre m'a tout de suite captivé, capté, entraîné, sans que je le comprenne toujours très bien d'ailleurs au début. Alors peut-être que la première question que je pourrais poser à Gilles Zerlini, c'est: est-ce que vous avez eu conscience du fait que votre livre n'était pas forcément très facile d'accès? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, c'est une question un peu difficile. Je pensais au contraire que mon écriture était extrêmement simple, la construction était linéaire, très peu de personnages,
Donc je pensais au contraire que c'était un livre facile. Non, c'est un vrai mystère pour moi que d'entendre des choses pareilles. C'est une vraie question. Je suis tellement quelqu'un aux faibles capacités que je suis obligé d'écrire des livres simples, autrement je ne m'en sors pas. Le contre-exemple, c'est la littérature russe à laquelle je ne comprends absolument rien et où je m'arrête à la page 50. Donc c'est pour vous prendre... Pour moi, c'est ça la littérature difficile d'accès. Je suis très étonné que vous me disiez ça et c'est intéressant. Ouais. Quand vous dites que le texte, la narration est littéraire et linéaire, je ne trouve pas du tout, moi. D'accord. Au contraire, le fait que le livre soit construit avec des chapitres qui sont comme autonomes les uns par rapport aux autres, fait que la narration est constamment cassée. Et qu'on reste à la fin d'un chapitre, on attend la suite de ce qui est raconté dans le chapitre et c'est quelque chose d'autre qui arrive dans le chapitre suivant. Donc l'histoire, moi il a fallu que je lise 2 fois le livre, que je parle un petit peu avec l'éditeur pour justement reconstituer l'histoire qui était comme un... Je ne sais pas, comme une, je trouve pas le mot, une mosaïque en fait. Alors, oui. Alors, Je peux te donner un indice de libraire et de vieil ami. J'ai commencé à lire quand même un livre. Je confirme ce que dit madame, mais ce que peut-être madame ne sait pas, c'est que la grande spécialité par laquelle nous avons découvert d'ailleurs Gilles comme auteur, c'est la nouvelle. Oui. Et évidemment, il reste de ça. Oui, mais ça, je le crois. Dans cette œuvre romanesque. Oui. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc je suis peut-être un novelliste à la base. Et quelquefois, je prends cette image-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait ce qu'on appelait les concept albums. Alors, donc les concept albums dont le plus célèbre est Tommy, qui a exactement 50 ans il y a quelques jours. Et ces concept albums, donc un autre célèbre, c'est Melody Nelson de Gainsbourg. Et dans ces concept albums, justement, il y avait une linéarité qui était plus ou moins respectée, plus ou moins réussie. Quelquefois, il y avait des gens qui faisaient le prétexte d'un concept album pour vendre mieux. Peut-être que moi, le fait que j'ai longtemps fait de la musique, peut-être que je fonctionne comme ça. Peut-être qu'en fait, je colle des 45 tours les uns aux autres et que ça donne un 33 tours. Et que peut-être que le 33 tours est un peu bancal. Mais la réalité, c'est que la finalité, c'est-à-dire la mort des 3 personnages, est quand même au bout du chemin. Ça, c'est une réalité. Mais vous dites par ailleurs il y a peu de personnages, c'est pas vrai, il y a beaucoup de personnages. D'accord. Il y a des personnages secondaires, il y a des personnages importants qui effectivement sont peu nombreux peut-être, mais il y a quand même une foule de personnages secondaires. Peut-être. Dans lesquels enfin moi j'ai mis du temps à me repérer. Ça m'a pas empêché de trouver le livre passionnant dès le début, même si je le comprenais pas toujours. Mais il a fallu que je reconstitue l'histoire. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, je te raconte tout de suite. Bien sûr. C'est étrange votre dialogue. Tout se passe comme si, Gilles a écrit le livre. C'est assez indéniable. Mais vous l'avez lu, on dirait qu'il ne l'a pas lu. Vous voyez. Alors, donc vous l'avez lu pour je ne vais pas me justifier. Je vais pas me justifier. En fait, peut-être que on ne va pas chercher une explication, mais peut-être que l'explication, c'est ces morceaux de mémoire. Que la mémoire est quelque chose d'incomplet, déformé, incorrect. D'ailleurs, quand je pense à votre livre que je viens de terminer, La petite fille et le soldat, on n'est finalement pas loin de tout ça. Où il y a des morceaux de mémoire qui émanent un peu comme des bulles dans un marais. On ne sait pas vraiment pourquoi à ce moment-là. Mais ça c'est très beau justement d'ailleurs, et ça va contre la linéarité, c'est-à-dire que le texte surgit presque par hasard, par le hasard de la mémoire, qui n'est pas un hasard d'ailleurs, mais qui ne correspond pas à une rationalité de premier niveau, quoi. Alors justement, en parlant de rationalité, je le dis souvent, et c'est pas pour frimer, hein, je ne suis pas ni un historien ni un écrivain. Alors là, il faudra que vous vous expliquiez là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas de plan préconçu.
je suis formé à l'école du commando, c'est-à-dire que je frappe quand je peux, où je peux, de la meilleure manière. Voilà le vocabulaire militaire. Et oui, mais je suis formé militairement, intellectuellement, militairement. C'est-à-dire que je fais partie des sauvages, je ne fais pas partie des gens qui ont une armée régulière et qui préparent quelque chose. Et donc la particularité du commando, c'est de frapper au moment où on peut le point faible de l'ennemi. Alors l'ennemi, moi j'ai un ennemi, mais je ne vais pas le désigner ici. Donc c'est ma manière d'écrire. Et cette manière d'écrire aussi, peut-être que le fait qu'elle soit aussi découpée, c'est que je ne suis pas celui qui se met à son établi le matin à 8h jusqu'à midi, et qui à midi va faire une promenade en regardant sa propriété de 250 hectares. J'écris n'importe où, n'importe quand je peux, sur tous les supports, y compris au travail. Ce qui donne peut-être une espèce de mosaïque qui à la fin donne un livre. J'essaie de vous donner une explication à peu près cohérente. Je ne suis pas comme certains qui disent voilà, tel personnage, tel personnage, tel personnage. Moi, ma seule linéarité, c'est le temps. La chronologie est à peu près respectée, je pense, bien qu'il y a aussi des souvenirs personnels au milieu. Des voix différentes d'ailleurs. Des voix différentes, oui. Le jeu correspond à des personnages différents, ce qui complique encore la lecture. C'est vrai. Non, je ne pensais pas être quelqu'un qui écrivait d'une manière complexe, mais c'est vrai. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que comment dirais-je, on perd l'habitude. Enfin, moi, je perds pas trop l'habitude. J'espère, puisque je lis beaucoup pour écrire des articles, mais on perd un peu l'habitude de lire des livres complexes. Alors, pas complexes, des livres vraiment écrits. Mais pas compliqué. Ah, complexe mais pas compliqué. Alors peut-être encore une autre manière de me j'aime pas le mot justifier, mais d'expliquer ça, j'en parlais avec Dominique, c'est que peut-être que c'est issu de la culture orale aussi. C'est-à-dire que si je vous raconte une histoire là tout de suite, je vais prendre la place d'un personnage à un moment, je vais mêler le tu, le nous, le je. Et je crois que c'est peut-être ça. C'est que, vu que je ne suis pas un intellectuel, je suis en train... Ni un écrivain. Ni un écrivain, ça fait beaucoup Voilà pour un type qui écrit un bouquin, quand même. Je frôle l'analphabétisme, donc peut-être que c'est ma manière d'écrire qui est particulière par rapport à ça, quoi. Non, mais vous avez une question. C'est pourquoi ce titre Épuration? Et au fond, de quoi ça parle? Derrière ce titre, en fait, il y a plusieurs histoires où se trouve la Corse, se trouve le continent et la région de Toulon. On parle de la guerre de 14, on parle de 39-45, de l'occupation. Et tout ça, ça fait un livre. Alors pourquoi ce mot épuration? Alors j'ai presque envie de dire, il y a un jeu de mots inconscient dans cette épuration. Alors cette épuration, on peut la présenter de 5 manières différentes à peu près. Premièrement, épuration, le personnage principal travaille dans une station d'épuration. Je m'en étais même pas rendu compte. Ah bon? Et c'est la vérité. Je m'en étais pas rendu compte parce que c'est la vérité. C'était la proie du signifiant. Exactement. Ensuite, ce personnage est mort pendant la période qu'on appelle l'épuration sauvage. C'est aussi la vérité, ça je n'invente rien. L'épuration sauvage, précise-le, y compris pour nos jeunes auditeurs. En fait, je me trompe un peu parce que l'épuration sauvage, c'est avant qu'il y ait les cours de justice de l'épuration, et en septembre 1944, à Toulon, les cours de justice de l'épuration étaient en place. Donc l'épuration sauvage, ce sont les gens dans la rue qui tuent leurs voisins ou leurs voisines pour une raison ou une autre, et c'était souvent pas des raisons... Sous prétexte que c'était souvent pas des raisons politiques, c'était souvent des raisons de jalousie, comme l'a dit mon ami René Merle. Les Corses à Toulon se sont allègrement massacrés entre eux. Comme ils ont l'habitude. Et bien justement, ils ont reproduit les schémas. Il y avait une opportunité. Ils ont reproduit les schémas villageois dans une structure urbaine avec une vague historique gigantesque qui est la libération de 1944, et ils ont reproduit exactement les mêmes travers. Sans compter toujours pour les jeunes générations, il faut rappeler que la Corse a été libérée en premier. En septembre 1943, ça se passe. Département libéré. Voilà. Avec les premières femmes tondues à Ajaccio quand même, c'est absolument terrifiant. Il ne faut peut-être pas insister sur le fait que la libération coïncide avec les femmes tondues, parce que ça c'est un discours qu'on nous a quand même beaucoup servi, et comme tu sais, qui est assez puant. Oui, mais pas chez moi.
Oui, d'accord, Parce que c'est bien, mais précisément, moi qui ai tu as fait le rapprochement. je reprends encore moi qui ai une vraie parce que culture c'est guerrière. Une historiographie ultra réac. Ouais, mais pas chez moi. Chez assez moi. fascisante. Ouais, mais même chez moi qui ça nous marche sert, tu sais, les antitotalitaires et compagnie. Non, non, mais pas au chez moi. fond, les résistants étaient des fascistes. Parce que on en arrive à Non, ça. non. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu précises ta pensée. Non, mais il n'y a et pas de qu'on ne fait pensée. pas du tout coïncider Toujours- on les- revient à des les termes- femmes tondues avec la libération. Non, On a Voilà. dit sur les femmes tendues, Ouais. on a dit que ça permettait de ne pas les assassiner. Parce qu'il y avait des règlements de compte, les hommes étaient tués et les femmes tendues. Voilà un point de vue équilibré. Voilà. voilà, donc on revient là-dessus. Enfin, tout ça pour dire quand même que les types qui tournaient les femmes n'étaient pas des guerriers. Et pour moi, la notion de guerrier est fondamentale, y compris Ouais, dans la donc- résistance. Donc il les aurait abattus, les femmes, tu aurais préféré. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ils auraient été dans le maquis du Vercors, ils n'auraient pas tendu les femmes. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Il y a autre chose à faire que de Là, nous tendre sommes les bien femmes. d'accord. C'est Les, clair, les c'est clair. passages, Nous sommes bien justement, d'accord. les passages, Voilà. les C'est passages ça. sur, C'est bien clair. sur les femmes tondues sont magnifiques, justement, parce qu'ils ne sont pas du tout entachés de la moindre... Le voyeurisme. Du moindre cliché historique, politique, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, tous les passages sur les femmes sont très beaux dans ce livre. Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup touchée. Vous savez bien parler des femmes. Je ne sais pas comment vous êtes avec eux, mais vous savez bien en parler. Ça sera peut-être un livre que j'arriverai à écrire un jour. Merci en tout cas. Pour revenir à l'épuration, donc. Épuration historique, épuration des eaux usées. Épuration de 14, une de mes théories, enfin une de mes théories, c'est pas mes théories. Si en 14 on a envie de saigner autant, c'est qu'il y a trop de monde, il y a trop de paysans. Il faut débarrasser cette terre de France et d'Italie de tous ces paysans qui ne servent plus à rien. Il faut rentrer dans le monde industriel. Il faut saigner. Interruption. Je vous en prie. Michel Plouscar. Ce boutade, c'est parmi ces choses les plus profondes, tu sais bien. Il a dit en 14, ils en ont profité, c'est quelqu'un qui était de Gaillacois, de Toulouse, hein, du Tarn. En 14, ils en ont profité pour liquider 10 siècles de classe paysanne qu'ils nous avaient fait. Voilà, par exemple. Et ensuite, quand même, pour les gens qui me connaissent et qui ont lu ce livre et qui connaissent mon destin personnel, il y a aussi l'épuration que moi-même j'ai subie, puisqu'entre 1993 et 1996 ou 97, il y a quand même eu à peu près entre 50 et 70 morts en Corse pour des guerres intestines, ce que moi j'appelle les années de plomb, avec les services de police français au milieu qui en profitaient pour liquider quelques-uns au passage. Donc j'ai quand même aussi, entre guillemets, vécu une forme d'épuration. Et celle-là, elle était vraiment sauvage. J'allais dire des brèves discussions qu'on a eues, on a eu très peu avant, manifestement c'est celle-là que tu as le plus présente à l'esprit. Ne serait-ce que parce que tu l'as vécu. On peut dire ça, je veux dire que c'est pas. Je sais, Le maire est d'accord. je sais qu'on peut mourir de pas grand-chose. Je sais qu'on peut mourir de pas grand-chose. D'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Les Français ont dit on est peu de choses. Voilà. On va revenir à la littérature parce que ça c'est très douloureux. Ceci dit, vous n'en parlez pas dans votre bouquin de cette épuration sauvage des années 93. Pas du tout. Elle pas est du tout. simplement en filigrane. Elle est en filigrane et ouais, elle est en filigrane et je parle juste à un moment aussi dans 3 lignes de la mort de Pasolini. Parce que Pasolini c'est quelqu'un que je ne connais pas, pratiquement pas. Je n'aime pas du tout son cinéma. Mais quand j'entends Pasolini dans ses interviews, j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. Quelque chose d'assez impressionnant. Et je me suis longtemps posé la question pourquoi. Et peut-être que la réponse c'est le croisement entre le marxisme et le catholicisme. Peut-être. Mais je ne sais pas, à vrai dire, puisque je ne connais pas bien Pasolini. Mais je sens une très très grande proximité. Question suivante. Non, Tu es médusé. oui, non, mais non, pas médusé parce qu'il vient de répondre à. Moi aussi, j'étais perplexe que le titre ne soit pas en rapport quantitatif, si je puis dire, avec le contenu du livre. Hein. C'est mon éditeur. Et là, tu viens de me dire qu'en fait, il y a une épuration au sens surdéterminé tout au long du livre. Il y a aussi. C'est pas une épuration qu'on peut limiter à une date précise, ça se répète. On peut dire ça, oui. On peut dire ça, et il y a à chaque fois quand même l'épuration des pauvres gens, quoi. C'est-à-dire que
malgré tout. En 14, c'est des pauvres qui meurent. Ah ben voilà. En 44, il y a des gamins qui se font sauter sous des tanks allemands pendant que des gens prennent les mairies. Le plus pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur. En Indochine, c'est les gars de chez moi. Quand je dis les gars de chez moi, c'est les Corses qui vont se battre pour une cause à laquelle ils ne comprennent rien. En Algérie, à nouveau, c'est à chaque fois... Oui. Ce que je veux dire, c'est que... Le procès Nuremberg, on n'a pas jugé Hugo Boss. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que les gens pauvres sont souvent les instruments d'intérêt qui les dépassent. C'est une banalité que je dis. Et bon, n'oubliez pas quand même que ce livre est un livre corse et que les Corses ont payé très cher à tous les conflits du XXe siècle. Quand même, quoi. Oui. Il faut voir les monuments aux morts dans les villages corses. Dans les villages. Souvent, je dis qu'il y a plus d'habitants dans le monument aux morts que dans le village. Exactement. Donc ça, c'est quand même aussi toujours prégnant. J'ai quand même des obsessions qu'on retrouve dans tous mes livres, qui sont la guerre de 14, la prostitution et les rapports de classe. Mais les rapports de classe, c'est toujours en filigrane. Oui, alors là, pardon, Marie-Étienne, excusez-moi, je vous en prie. Vous parlez si bien. Justement, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont Gilles Zerlini parle d'une population, comment dirais-je, anonyme, peu indistincte, et qui, sans jugement et en même temps sans complaisance. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage du grand-père, celui qui meurt à la fin, enfin, qui est emprisonné au début et qui meurt à la fin, et tout le livre se déroule comment on appelle ça, en flashback. Ce personnage-là est très intéressant parce qu'il n'est jamais jugé, il n'est jamais clair dans ses opinions et dans ses actes, mais il n'est pas jugé pour ça. C'est-à-dire que c'est normal qu'un être humain ne soit pas bâti d'une manière que les marges soient un peu incertaines. Et c'est ça, je trouve ça très beau, que ce soit dit comme ça, parce qu'on a trop tendance à se cataloguer, à se mettre dans des cases, et ça c'est insupportable. Et ce personnage-là, s'il est épuré à la fin, s'il est assassiné, c'est parce qu'il a eu des comportements qui pouvaient éventuellement faire croire qu'il était pétainiste, mais lui, il se retrouve dans certaines circonstances comme ça, mais parce que c'est la vie aussi. C'est facile de juger après coup, et on passe notre temps à juger après coup. Et là... Vous êtes notre époque qui se prétend libérée, je n'ai jamais vu d'époque aussi moralisante. C'est ça. Et les personnages, justement, ce sont en général tous des personnages très simples, d'un milieu très simple, et ils sont vus avec énormément de chaleur humaine et en même temps, encore une fois, pas de complaisance. Il y a des passages très drôles contre Pétain et même un peu contre De Gaulle, ces hommes en uniforme qui se présentent. Oui. Enfin, De Gaulle, c'est pas... De Gaulle, un peu moins quand même. Un peu moins, moi, oui, oui. De Gaulle, je suis désolé. Oui. Mais d'ailleurs... J'espère que tu n'aimes pas Pétain. Non, j'aime pas Pétain, mais De Gaulle, j'aime bien parce qu'il a arrêté la guerre d'Algérie. J'avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin de le dire, non? Oui. Je rebondis sur ce qu'elle vient de dire, Marie-Étienne. Comment? Parce qu'elle vient d'illustrer ce que juste avant, Oui. Gilles a dit sans y prendre garde comme ça, c'est le côté à la fois, qu'est-ce que tu as dit, catholique et Catholique et marxiste mêlé. marxiste et catholique. Parce que je connais mon Gilles, il ne va pas trop parler de lui là, mais c'est le seul indépendantiste jacobin que je connaisse. Allez vous y retrouver. C'est incompréhensible, justement, on arrive à ce que vous dites. Oui. Or, c'est un des rares catholiques qui soit par ailleurs pas tout à fait un faux chrétien. Oui, La mais preuve, c'est qu'il dit dans l'Évangile ne jugez pas. Afin de mais ne pas être- c'est pour ça qu'il aime Pasolini aussi. Tout à fait. Il y a Ne quelque jugez chose pas de afin ça. de ne Hein. pas être jugé. oui. Et ça, c'est la générosité. La vraie générosité, c'est celle qui juge. La charité. Oui, Etienne. c'est un peu mieux. Bon, revenons à la littérature, elle sont tombées de Oui, ses mais lignes. enfin bon, la littérature, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ce qu'elle dit. Non, moi je voudrais, je sais que ça fait un peu poli, mais je dis souvent que je fais œuvre commune.
Et je ne le fais pas d'habitude dans les interviews, mais je voudrais vraiment remercier mon éditeur, parce que je vais raconter une anecdote assez étonnante, qui est vraie. C'est que j'avais décidé d'arrêter d'écrire en septembre dernier. C'est pas du showbiz, hein, c'est la vérité. Devant la closure, la fermeture de tous les éditeurs, je me suis dit, ça sert à rien d'écrire, quoi. Et au mieux, j'écris à mes amis des cartes postales. Et donc, je voudrais remercier mon éditeur parce que c'est bien sûr que je ne crois pas en Dieu, comme je l'ai dit il y a quelques minutes avant, mais il y a quand même des signes du destin, comme on dit simplement, qui sont très étonnants. Donc, voilà une forme d'hommage. L'éditeur veut-il réagir? L'éditeur peut réagir. En fait, c'est encore une histoire de filiation, les éditions Maurice Nadeau. S'il n'y avait pas eu mon père, je ne serais pas éditeur. Alors vous voyez, ça se transmet de génération en génération. Vous, l'écrivain, vous parlez de votre ancêtre. Moi, je continue, je marche dans les traces de mon père. Alors, c'est pas un hasard, ou alors disons c'est un hasard objectif qui nous a fait rencontrer, parce que comme mon père, je lis les manuscrits qui nous arrivent par la poste, et je commence toujours par trier moi-même, et quand j'ai un doute, je passe à quelqu'un d'autre, en particulier ma compagne, et bon, les choix se font très très vite, il suffit qu'elle me dise que ça lui plaît aussi pour que ça se fasse. Mais il subsiste quelques éditeurs dont vous faites partie. C'est une profession qui se perd. Il y a une bonne centaine de petits éditeurs qui existent. Ils font d'ailleurs le véritable travail d'édition, puisque c'est eux qui permettent la découverte des nouveaux écrivains. Parce que les grandes maisons d'édition font pas ce travail, ils ne peuvent pas d'ailleurs. Hein. C'est devenu des entreprises commerciales qui n'ont pas les moyens de le faire. Parce que en fait, les petits éditeurs fonctionnent dans des normes, comment dirais-je, industrielles totalement différentes. Hein. Ils sont dans le même marché, sauf que on se paye pas, sauf que on vend peu. Et que c'est un travail de fond et sur le temps, alors que toute l'édition fonctionne sur 2 mois ou 3 mois en librairie. Alors vous voyez, on est comme des rochers dans la rivière qui tempèrent le flux qui va emporter tout, quoi. On ralentit, on est des morceaux de barrage. Alors quelquefois, quand il y a suffisamment de monde, on commence à permettre le lac de monter doucement et de s'affirmer. Et puis la littérature refait un petit signe. Et le monde littéraire qui existait dans les années 50, on espère que s'il y en a 10% qui affleurent, ce serait une bonne chose. Je crois que la curiosité, aussi bien chez les éditeurs que chez les critiques, est une valeur en perte. Les critiques, c'est pareil, il y en a très peu. En général, les critiques ne parlent que de ce dont les autres parlent. Ils vont très rarement vers un auteur inconnu. Moi, je ne dirais pas que je vais systématiquement vers les inconnus, c'est pas ça. Mais je trouve plus intéressant de parler de quelqu'un qui est peu connu quand il est très très bien, que de parler de quelqu'un dont tout le monde parle. Ça m'ennuie prodigieusement. Et Gilles, c'est vrai, publie des auteurs parfois peu connus avec beaucoup de courage. Giles, on a dit Giles, pour ne pas le confondre avec Gilles, oui. Qui est de l'autre côté, oui, vous avez raison. Est à votre gauche. Est-ce que vous avez lu ces précédents livres? Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est le seul que vous ayez lu de... Oui. Ouais. Alors, il n'y en a pas énormément, rassurez-vous, mais, ils sont courts. Mais les les en librairie. Non, c'est pas seulement ça, c'est parce que ça... Les nouvelles... Il y en a 3 avant celui-là. Ça, c'est le 4e. Ah oui, il y a celui que tu devais venir présenter l'année dernière. Voilà, Sainte-Julie-de-Corse que je n'ai pas présenté pour raison de Covid. Non, je l'ai vu. Alors moi, je voudrais quand même poser une question. Il me semble dans votre livre que vous dites que vous écrivez tout le temps. Tout le temps. Et pourquoi vous n'avez que 4 livres?
Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ah, Oui, J'ai commencé il y a moins de 10 ans. Parce qu'il travaille, il travaille, oui. mais son travail n'est pas d'être écrivain. Écrivain. Donc il fait ça. Et puis j'ai commencé, entre deux. il y a 10 ans. Parce que moi, Qu'est-ce qui vous a pris il y a 10 ans? Alors, ça c'est. Bon, maintenant je peux le dire. Alors, quand j'avais 20 ans, j'ai vu Richard III de Shakespeare, un certain William Shakespeare, un petit gars un peu connu. Et quand j'ai vu Richard III, j'ai dit c'est Shakespeare ou rien. Donc, évidemment, Shakespeare. Donc c'était inégalable. C'était pas possible. bien que, si on s'y met tôt. Donc j'ai pas écrit pendant plus de 20 ans parce que c'était Shakespeare ou rien, quoi. Et, maintenant je peux le dire, il y a 10 ans, exactement, j'ai été mis au placard. J'avais un poste de responsabilité, un vrai poste de responsabilité, et j'ai été mis au placard. C'est-à-dire que je travaillais à peu près le matin de 8h30 à 9h30. Vous y faites allusion là, hein, Ah ouais, il me semble. peut-être. Parce Mais que il y a, ça me dit il y a un quelque livre chose. où j'y fais vraiment allusion, c'est Chute. Où c'est vraiment la... Ou alors je l'ai vu sur internet. je Peut-être, sais pas. ouais. Le monde des bureaux, enfin je sais pas comment on dit d'ailleurs. Et donc j'ai été mis au placard et comme j'étais en immense souffrance et que j'avais les moyens de travailler, je me suis mis à écrire au travail. Ça a été ma vengeance contre cette soumission. Enfin, c'était pas une soumission d'ailleurs, cet écrasement. Et en fait, j'aurais dû commencer à écrire beaucoup plus jeune. Mais si j'avais écrit beaucoup plus jeune, j'aurais écrit beaucoup de bêtises. Parce que la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, j'étais très militant avec beaucoup de certitude. Et si j'avais écrit ce livre à l'âge de 25 ans, j'en étais capable, hein, il y aurait eu vraiment des bons et des méchants. Voilà. Je crois que je suis un vrai novelliste, comme je suis un vrai chanteur. C'est-à-dire je peux improviser une chanson ici. Alors. Oui, mais De alors 2 ça- minutes et demie. Ça, On fera ça ouais. tout à l'heure dans la rue. Voilà, donc si tu veux, je suis un vrai novelliste. Et je t'avouerai quelque chose, c'est qu'en France, si tu es un novelliste, tu n'existes pas. Absolument En pas. Italie, oui, aux États-Unis peut-être, en France, non. Et finalement, Chute est aussi une suite de nouvelles, et ça, c'est une suite de nouvelles mise en forme. J'aimerais bien que vous lisiez, j'aimerais bien qu'il soit édité, mon prochain livre qui se passe en Algérie, pendant la guerre, pour savoir s'il y a plus de linéarité. C'est-à-dire que si je suis en train de devenir vraiment un romancier, je ne sais pas si Et tu es un romancier. L'un n'empêche pas l'autre. Alors là, si je peux me permettre, là c'est en tant que, pas seulement de libraire, mais de lecteur de livres et d'amateur de romans, tu es un romancier, puisque à la différence de tous les prétendus romans qui n'ont absolument aucun caractère de nouvelles et qui dont nous inondent les éditeurs de premier plan, qui tournent pour l'essentiel à l'autofiction, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont à peu près rien à raconter à part ce qu'ils ont vécu, comme ce qu'ils ont vécu n'a strictement aucun intérêt. Je veux dire, alors, mais il faut que ça vous parle, donc le public, une certaine audience se retrouve là-dedans, et c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on a de moins en moins de lecteurs de romans d'un livre. Mais toi, à la grande différence de ces gens-là, même si évidemment ton vécu, on l'a déjà dit, ton expérience personnelle, autobiographique nourrit évidemment, mais il nourrit ton imaginaire. Tu nous construis des personnages, une histoire, même si elle apparaît un petit peu composite, des péripéties auxquelles on va s'intéresser, et non pas simplement des madeleines de Proust un peu rances et noyées dans un café dégueulasse. J'aurais voulu revenir à la question de la nouvelle. Je pense que la nouvelle, c'est un genre littéraire qui correspond tout à fait à ceux qui aiment la poésie. Et je pense que Gilles Zerlini est très attiré par la poésie, et ça se sent dans son livre. Je ne dirais pas que son livre est poétique, parce que l'expression est ridicule, je déteste ça, mais son livre est un livre de poète en même temps, de poète qui écrit en prose. Et la nouvelle, les poètes écrivent très souvent des nouvelles, sans y parvenir très bien d'ailleurs, mais ça me semble évident. Et je sais plus, je voulais dire autre chose qui me sort de l'esprit ici. Moi, je voulais juste abonder dans le sens de ce que dit madame, parce que... Et oui, c'est la chanson aussi, je voulais... Voilà, la chanson, c'est fondamental Je pour vais moi. y venir, justement. Il y a un mot pense- qui me revient à l'esprit immédiatement dès ton premier livre, celui des nouvelles, Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est le côté lyrique.
lyrique au sens C'est ça. classique du Mais terme. alors, justement, Oui. le chant, enfin je sais pas, je vous ai pas entendu chanter, mais je connais un peu les chants corses. La limite entre le chant et la poésie. Ah, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas, justement. Et c'est de l'improvisation, et c'est on fait des strophes, mais qui s'enchaînent, mais qui sont autonomes en même temps. Hein. Tout ça, ça forme un tout. Je trouve que ça va très bien. Il est probable que j'en suis pétri inconsciemment. Oui. Alors, il y a une phrase, tu parlais d'autofiction, peut-être que moi je fais de la communautofiction, enfin, Oui. que j'ai le commun, Oui. que je fais de l'autofiction avec mon commun. Parce qu'en fait, je parle Mais de... c'est le contraire de l'autofiction. Oui, mais je parle des... L'autofiction est Je parle des miens. solipsiste et narcissique. Oui, mais c'est... Et toi, c'est exactement le contraire. Oui, mais je parle quand même de choses qui m'ont traversé, Oui, tu vois, malgré tout. collectivement. Je Collectivement, rebondis voilà. sur ce que Marie-Étienne, pardon, je vous fais des compliments, mais qui lève les bons lièvres, parce que l'histoire l'isomorphisme, pardon, d'être un peu abstrait entre novelliste et poète. Entre ces deux extrêmes de la langue entre la langue et du chant, pardon, et de la musique, le moyen terme, c'est le poète. Donc c'est pas un hasard, parce que Gilles est un musicien. Donc on le retrouve bien là. Et puisque vous parlez du Corse dans ce sens-là, je ne voulais pas, pour allonger tout à l'heure le dire, mais puisque vous me donnez l'occasion, quelle est la dame qui t'a dit qu'elle retrouvait un Français d'Afrique? C'est Madame Delphine Chaume qui a dit que je n'écrivais pas un français... Enfin, j'ai pas le terme exact, je regrette qu'elle soit pas là. Que je n'écrivais pas un français hexagonal, je résume. Mais voilà, elle a vu des traits originaux voilà. qu'elle a comparés aux Français africains. Elle retrouve des idiotines qu'on trouve chez les... Alors, comme j'ai vécu, que ma langue, notre langue, pardon, m'a été apprise par des instituteurs du béninois, togolais. En bon corse, je suis né dans l'Empire colonial. Et c'est très important parce que l'université de Corté, il y a quelques années, une dizaine d'années, avait fait un colloque qui s'appelait Corse Colonie. Hein. Vous connaissez bien puisque vous avez apparemment de la proximité avec la Corse. Vous voyez l'importance de l'aventure de l'expatriation coloniale chez les Corses. Moi, mes 4 grands-parents, je ne suis pas là pour parler de moi, mais c'est à titre d'exemplaire. Mes 4 grands-parents se sont connus en Indochine, du côté de mon père comme de ma mère, sans s'être concertés. Vous voyez, on ne peut pas remonter plus loin, quoi. Eh bien, comme c'était à Corté, qui est un nid d'autonomistes, et que je marchais un peu sur des œufs, j'ai décidé de prendre comme thème l'oralité coloniale. Que si le Corse a réussi si bien, mieux que n'importe quel autre peuple de France, outre-mer, que ce soit sur les chantiers, dans les bureaux, comme conseiller des princes, hein. Je pense à Leka, qui était conseiller le fondateur de la francophonie, le premier président du Niger. Ils ont réussi parce qu'il y a le commun entre l'Africain de la brousse et le Corse, la tradition orale. Il n'y a pas si longtemps qu'il y a l'écriture chez nous. Vous savez, nos tantes qui parlaient avec des répliques versifiées, vous connaissez bien, c'est ce que vous disiez, d'ailleurs, vous vous rappeliez. Voilà, je voulais juste faire cette intervention, il y a une profondeur là, il y a une épaisseur historique. Alors, qu'en dis-tu? Moi je dis que... En conclusion, parce qu'on va... Non, mais on va s'arrêter là, ensuite à la mais si dédicace. tu veux, moi, je suis très impressionné, et puis j'ai du mal un peu à intellectualiser tout ça, mais une chose qui est sûre, c'est que la Méditerranée est un conservatoire. Dans ce conservatoire, la Corse est un conservatoire exceptionnel. Absolument. Pour des raisons sur lesquelles je pourrais m'étendre. Et dans ce conservatoire exceptionnel, tu as des personnages comme moi, là je me fais un peu de flagornerie, mais c'est vrai, qui ont récupéré directement une part de la culture en faisant un bond. Bon, moi j'ai été élevé par des gens qui sont nés en 1902, hein, donc, et ces gens-là étaient des gens du XIIIe siècle, hein, bien qu'ils soient nés en 1902. Donc ça peut donner aussi des affleurements, ce que j'appelle les affleurements archéologiques, y compris dans mon langage, y compris dans mon écriture, y compris dans mon rapport à la violence, parce que j'emploie des mots cochons des fois, comme la guerre, la mort, l'assassinat. Oui, mais tu es un violent toi-même. Enfin, tu l'as été. Je ne suis pas un violent, je suis un guerrier, c'est pas la même chose. Le violent, c'est quelqu'un qui utilise la violence à des fins individuelles. Moi, j'ai toujours utilisé la violence à des fins collectives. Voilà. Je tiens à la nuance et j'en ai tiré malheureusement aucun profit.
catastrophe. Bon, c'était pas mon but à moi, mais ça a été le but de certains, et qui ont très bien réussi d'ailleurs. Mais c'est pas ça ta conclusion quand même. Eh ben pourquoi pas. Non, ma conclusion, si tu veux, c'est que je voudrais que cette aventure avec Monsieur Nadeau continue, j'aimerais bien. Et voilà, et que j'écris à la vitesse d'un cheval au galop, ou d'un Simenon énervé, comme vous voulez, mais que j'écris très vite et que j'ai quand même j'en ai sous le pied. Hein. Oui. J'en ai sous le pied, donc on risque de se voir un jour dans pas très longtemps, quoi. Bah oui, on est là, on est prêt. En tout cas, merci à toi. Merci à vous surtout. Merci à vous. Et tous. donc, d'abord et surtout, lisez le livre. Hein, ça, c'est le message qu'on passe à ceux qui vont regarder ces images sous peu. Et merci de nous avoir accueillis, Merci Dominique. à tous les participants. Voilà. Est-ce que tu peux claquer des mains devant le... Tu fais un claquement de main devant le... Un peu plus haut. Voilà, là, claque les mains. Encore, recommence. Non, un seul claquement. Non, je vais jamais arriver à ça. Recommence, tu fais clac, c'est tout. Voilà. Merci. Et maintenant, tu peux y aller. Comment? C'est agaçant, hein. Donc, j'ai toujours habité dans des ruines, des maisons destinées à la mort, des pierres dont le destin était d'être abattues, maltraitées et jetées dans un fond de Val, dans un comblement de marécage, une laisse de route, recouverte et envahie aujourd'hui par les ronces. Des pierres dont les plus belles seront revendues à bas prix, pour agrémenter les jardins des riches, d'une collode faussement antique, d'une fontaine à tête de dauphin, d'un linteau de portail armorié d'oranges ou d'olives. L'occupant, le barbare, est ainsi. Il doit renommer les lieux dans sa langue afin d'en mieux prendre possession sur les peuplades primitifs, les indigènes. Car indigène je fus, comme tous les enfants. Voilà. C'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est pas la fin. C'est celle-là.